Voilà, c'est au point, ça y est. Attendez, je vais tomber à crayon. Vélo conseil, donc le conseil du vélo du conseil. Donc on va faire un peu d'histoire, tiens, ce sera un peu marrant. Un peu ce que j'ai vécu moi, puisque je suis de l'ancienne génération, des vieux, des dinosaures, comme diraient nos enfants. Des bolos. Comme il dirait dans l'ancienne région, je nettoie un peu devant moi, parce qu'il y a ma fille qui a travaillé sur le plan de travail, donc il y en a partout. Vite fait. Ouais, je voulais juste parler un peu des matériaux et vaguement de leur histoire. Alors j'ai commencé le VTT réellement en 1990, enfin j'en ai toujours fait un peu de vélo quand j'étais plus jeune, mais bon, ce qui dominait en matériaux c'était plutôt les aciers, donc c'était plutôt de l'acier. L'acier, on trouvait des aciers pas terribles en bas de gamme et en milieu de gamme c'était pas génial, c'est du chromoly, c'était pas super. Et c'était la grande époque MBK et, et la grande époque MBK, donc Motobécane. Et puis il y avait une autre marque aussi qui marchait, ben, Giant forcément existait déjà. Et puis MBK, Peugeot aussi était très présent. Alors ils sont toujours présents en route et en VTT, hein. Mais plutôt en vélo de ville maintenant. Et c'était la grande époque de ces vélos, des grandes innovations. Jusqu'à 2000, ça a été les grandes innovations de ces marques. C'était assez marrant de voir ça. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Il faudrait que je fasse une vidéo sur les vélos des constructeurs automobiles, en fait, qui ne sont pas réellement des vélos qui sont, comment dire, qui ne sont pas forcément faits par le constructeur automobile, mais qui sont très intéressants à voir. C'est rigolo, quoi. C'est amusant. Voilà, donc on va revenir à ça à l'époque avec l'acier. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on ne savait pas encore souder l'alu. Les premiers à souder l'alu, c'est Cannondale. Cannondale qui sont les précurseurs dans la soudure d'alu. Donc je ne sais plus en quelle année, ça va être dans les années 80, 82, où ils ont commencé à souder l'aluminium. Donc eux sont restés fidèles au tube 6063, je crois, 6063 si je me souviens bien, hein. Après, je ne connais pas les nouveaux modèles, mais normalement, ils sont restés fidèles à ce type d'alu. Et ils ont même appris à Boeing à souder les alus, parce qu'à l'époque, les avions, l'aluminium était rifté. Et n'était pas été rifté ou collé, d'ailleurs, mais plutôt rifté. Et surtout, il n'était pas du tout soudé. À l'époque aussi, ce qui était marrant, c'est qu'on avait Merida qui avait un concept, alors j'en ai eu un concept intéressant, c'était de faire, comme on ne savait pas souder l'alu, c'est de faire juste les tubes en alu, et les raccords, enfin les raccords, ce que j'appelle raccords, c'est la partie avec le jeu de direction, ou le tube de selle, les raccords, ce qui raccorde en fait ce que vous avez entre les deux tubes, et le jeu de pédalier, et voir le triangle arrière, je passe par des bases et des haubans, hein, d'accord, qui tiennent l'armoire arrière. Et la fourche, bon, on laisse ça de côté parce que bon, c'est à part entière du cadre, mais c'était souvent en acier à l'époque. Et ben, eux, ils avaient trouvé un système assez rigolo, c'était de coller des tubes en alu sur en fait des pièces plutôt en acier ou de l'alu à chaud sur les hauts de gamme. Alors l'alu travailler à chaud, c'est pas bon du tout. L'alu doit travailler à froid, mais pas à chaud, pour, voilà, pour embêter, pour arriver à bien faire quelque chose avec. Donc c'était collé. Et puis au bout de 10-15 ans, ça commençait à se décoller, donc on cassait le cadre, hein, généralement. Moi, ce qui m'est arrivé, hein, personnellement. Bon, après, je roulais comme un fou à Paris avec ce Mérida. Alors, je me souviens plus, c'était 300 LX, je ne sais plus comment il s'appelait, ils avaient des couleurs bizarres. À l'époque, les tendances étaient au bleu nacré et au rose fluorescent, donc c'était assez impressionnant. Ou des jaunes pétards, tigrés. C'était toujours. Et Merida a toujours été une marque qui a fait des couleurs bizarroïdus. Mais bon, ils sont un peu calmés, les tendances ont changé. Voilà. Après, il y a toujours eu le titane qui a toujours été présent. Alors, il a toujours été présent comme des niches, c'est-à-dire ça a toujours été du très haut de gamme. Donc, pour situer des marques Merlin, Lightspeed qui existent depuis très 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 longtemps, qui existaient déjà à cette époque-là, qui eux travaillent le titane et sont convaincus du titane.
Et après, on a eu importé en France grâce à un importateur, comment ça, un grand vendeur grossiste, si vous voulez, pas trop cher, low cost, mais qui était bien pratique, je pense que tout le monde le connaît, et qui, qui a importé une marque tchèque qui s'appelle Moravti, qui était en fait du Moravie Titane. Donc Moravie étant une région de la République tchèque. Et la République tchèque a une grande culture vélo aussi, hein. Et Titane, T pour Titane, voilà. C'était vraiment des cadres vraiment pas chers et très aboutis. Et c'était un très bon compromis face à, comment on appelle ça, Merlin qui proposait des cadres sur mesure hors de prix, enfin hors d'atteinte du commun des mortels. Et Lightspeed qui faisait un peu moins cher, mais qui restait quand même très très cher à l'époque. Alors un Lightspeed, j'ai eu l'occasion d'un ST1 parce que mon frère, dans les années 90, est allé aux États-Unis et puis a réussi à ramener un modèle. Donc il a eu vraiment pour pas cher, hein. C'est vraiment ouf, pour le prix du cadre, il a eu le vélo complet. Bon, le vélo n'était pas super équipé. À mon souvenir, c'était une Rockshot Duke, hein. Donc Rockshot Duke, c'est une suivie de la Judy, donc, mais elle n'était pas très bien née, cette Rockshot Duke. Après, on a eu, il y avait un truc, un mélange XT, Alix, je crois, des gens diront ma vie, qui me semble. Grosso modo, ben, il me corrigera s'il voit la vidéo, mais je pense pas. Après, mais par contre, un super cadre, c'est le seul cadre. Alors, l'avantage du titane, c'était sa souplesse. Parce que le titane permet, selon sa forme, d'avoir une souplesse dans un sens et être rigide dans l'autre. Oui. Et sur le vélo en général, il faut être souple. Alors vous avez l'axe de direction et l'axe de roue arrière, qui est dans ce sens-là. Alors je vais le matérialiser comme ça. Il faut que cet axe soit hyper rigide, mais qui travaille comme ça. Voilà. Voilà. Soit hyper rigide en torsion comme ça, mais qui travaille comme ça. En fait, c'est comme ça qu'on conçu un 4 de gamme. En bas de gamme, on en parle même pas, il n'y a aucune rigidité. Les cadres de femmes, on oublie, c'est une conception qui est limitée au vélo de ville parce qu'il ne permet pas cette rigidité. Et après, donc ces seuls vélos qui, en plein milieu d'une côte, malgré qu'elle soit raide, on arrive à rentrer en rapport de plus et à accélérer. C'est le seul vélo que j'ai réussi à faire ça. Voilà, parce qu'il était justement pas trop rigide et il permettait de garder son, comment on appelle ça, sa motricité et pouvoir en plus enclencher une vitesse en plus. Bon, c'était à l'époque où j'étais super en forme. Bon, je suis en forme encore, hein, je fais toujours mes 6-7 000 km par an, hein. Et après, il y a un autre matériau qui arrivait aussi à l'époque, donc avec Cannondale, et après c'est passé chez Giant, après c'est parti, ça s'est démocratisé, c'est l'alu. L'aluminium, alors il y a différents types d'aluminium, je ne vais pas les détailler, mais bon, le meilleur c'est le 7005, hein, ce qu'on existe. Il est très très répandu. Après, il y a ce qu'on appelle du double butène, triple butène. Alors, double butène, en fait, on prend un tube, on tire dessus, on les tire, et ça nous permet d'avoir, en les tirant, d'avoir une épaisseur, alors c'est du 0,4-0,6 mm d'épaisseur, donc 0,4 au centre, 0,6 sur les extrémités, forcément il faut plus de rigidité près des bords. Après, on arrive à avoir en alu, donc c'est comme ça qu'on obtient des tubes plus légers. Et l'alu s'est démocratisé complètement depuis les années 90, plus années 90. Et maintenant, on le trouve même sur des vélos bas de gamme. Alors, sur les vélos bas de gamme, on trouve un alu plus basique. Bon, ça, c'est pas trop grave. On trouve surtout un alu moins bien travaillé et un alu moins performant, forcément, malgré des fois que c'est une très bonne qualité. Par exemple, mon vélo, mon City Bike Fitness Bike, là, c'est un 7005. C'est un bon vélo, mais bon, c'est rien d'exceptionnel, hein, c'est lourd. C'est un bon cadre, mais sans plus, quoi. Et pourtant, c'est un 7005, ça dépend aussi comment on travaille son 7005. Il y a eu aussi dans les années 90 des marques comme Kona, comme Kona, alors je ne me souviens plus toutes les marques parce que j'ai un peu lâché le milieu, qui ont utilisé des Tubistone.
Easton font leur alu propre, donc leur mélange carbone-acier particulier, et eux, en fait, Easton, les tubes étaient estampillés Easton, de toute façon ça se voyait, et Easton, ils font des flèches pour le tir à l'arc, par exemple. Ils font, je pense, d'autres produits aussi, mais je ne connais pas bien ce qu'ils font en du cycle. Et Easton, ils faisaient des mélanges plus solides, plus rigides. Après, on a eu aussi le fameux scandium. Alors, le fameux scandium qui a été, toujours en alu, qui a été abandonné rapidement. Le scandium nous permettait, alors je ne sais pas par quel miracle, je ne connais pas la chimie exactement du scandium, par quel miracle de sortir des cadres. Alors, il faut savoir qu'un cadre alu classique, en 7005, en taille L, grosso modo, on est dans les 1,5 kg, 1,6 kg. Hein. Voilà, scandium arrivait à le sortir à 1,2 kg. Voilà, le problème du scandium, c'est que le mélange n'était pas super stable dans le temps et on cassait les cadres assez rapidement. Donc ça dure un an, enfin soit 6-7 000 km, et puis après c'était poubelle, quoi. C'est pas réparable. Et donc ça a été des évolutions. Ces années, on cherchait un peu, chacun un peu de sa voie, et chacun ses idées par rapport à ça. On a des dinosaures comme Breezer qui font partie des premiers à avoir développé avec Joe Breeze, avec, comment il s'appelle, avec plein d'autres. J'ai plus d'idées, je perds la tête. Voilà, qui sont précurseurs et qui avaient des cadres superbes avec une marque magnifique, une finition magnifique, qui sont restés fidèles à l'acier. Alors l'acier, on va faire grosso modo le tour de l'acier. L'acier, les bas de gamme sont mous dans tous les sens, donc les bas de gamme sont à proscrire, sont lourds et mous, c'est ça le problème. Les aciers plus haut de gamme, plus travaillés, sont beaucoup plus chers. Le problème de l'acier, c'est que on a du mal à diriger sa rigidité. C'est un peu le même problème que le titanium. On a du mal à diriger. Alors on peut les former, tout ce que fait Merlin et Lightspeed. Hein, ils donnent des formes particulière au cadre pour justement lui donner une rigidité dans un sens et plus ou moins une flexibilité dans l'autre. Et c'est qu'on a du mal à faire ça et du coup ça a du mal aussi à être léger en même temps. C'est-à-dire un cadre acier c'est plutôt dans les 1,8 kg pour une taille L et un cadre acier a d'autres avantages hein, que l'alu. L'alu a tendance à être vraiment très très raide. Alors que maintenant, on arrive à faire des mélanges plus souples, bien sûr, mais c'est des cadres en général qui sont plus rigides. Et comment on appelle ça, acier, sont beaucoup plus souples. Alors en vieillissant, on va parler des trois qui étaient le plus vendus à l'époque, donc le titane, l'acier et l'alu. En vieillissant, l'alu cassé parce que, en fait, l'alu a un gros défaut, c'est il est poreux. Donc l'alu se micro-fissure, donc ça ne se voit pas à l'œil nu. Et au bout d'un moment, ces fissures se tassent et après, paf, casse du cadre. Donc c'est pour ça que pendant le Tour de France, à l'époque, grande époque 80-90, ils roulaient sur des vélos de route en alu et il fallait 3 cadres pour finir le Tour de France qui n'est que 1500 km. Donc après, ils avaient des cadres spécifiques pour sprinter, des cadres spécifiques pour la montagne et des cadres spécifiques parce que il y en avait qui étaient plus ou moins renforcés. Par exemple, pour les périodes de sprint, parce que les mecs ils développent quand même pas comme tout le monde. Après, on a donc l'alu a été toujours plus ou moins une mauvaise solution pour les cadres en général. Parce que donc c'est poreux, il se micro-fissure. Moi j'en ai cassé plusieurs aussi. Mais on les casse pas vraiment sur les chocs, enfin vraiment si le choc est violent, comme Kona par exemple avec ses douilles de direction. Mais il y en a d'autres qui ont d'autres problèmes. Mais surtout, on a des fractures, des usures, des ruptures de fatigue avec l'aluminium et ça arrive assez vite. À ma grande époque où je faisais vraiment beaucoup de courses, je changeais le cadre tous les 2 ans, enfin tous les 10 000 km à peu près. C'est déjà beaucoup,
c'est déjà beaucoup, mais bon, c'était la limite en fait pour le cadre. Après, qu'est-ce qu'on a encore? On va parler de l'acier. L'acier, lui, réagit complètement à l'envers. C'est-à-dire que l'acier, dans le temps, à force d'être souple, en fait, plus il va vieillir, plus il va devenir rigide. Mais il vieillit plus doucement déjà que l'alu. Une fois qu'il devient très rigide, il devient cassant. Et au bout d'un moment, il casse. Voilà. Donc l'acier aussi, et puis le gros problème de l'acier, c'est qu'il storm. Alors il a une tolérance de storm, voilà, sur une chute ou sur un truc, il y a une tolérance, hein, bien sûr, et il se remet en place facilement, ce que ne fait pas l'alu. Et par contre, le problème, c'est que au-dessus de cette tolérance, il garde cette forme déformée. Donc ça, c'est un peu le problème de l'acier. L'acier a été vite abandonné, enfin, au Tour de France, parce que dès que l'alu est arrivé, détrôner rapidement, très rapidement l'acier, parce que l'alu offrait de meilleures possibilités, et puis ils avaient les moyens de toute façon de fournir 3-4 cadres pour le Tour de France spécifiques, donc il n'y a pas de problème. Après, le titane est toujours utilisé. Le titane, l'avantage, c'est qu'il est intemporel. Il est de toutes les modes. C'est un matériau qui ne vieillit pas. C'est-à-dire qu'il est souple et il revient à sa place, à cette situation. C'est utilisé beaucoup dans l'aéronautique, et énormément dans l'aéronautique, dans les sous-marins, dans tout ce qui a une très forte contrainte de déformation et qui permet de reprendre qui doit reprendre sa place initiale. C'est énormément utilisé aussi sur le matériel en médecine. Voilà, bon, pour tous les dentistes, donc ils n'utilisent que du titane parce que c'est souple, mais c'est extrêmement souple et ça permet vraiment de faire un travail très précis et c'est très durable. Voilà, donc c'est ça. Le problème du titane, c'est qu'on reste un peu lourd par rapport aux cadres plus modernes. Et le titane a un autre désavantage, c'est que si vous arrivez à le casser, ce qui est très dur de casser, hein, attendez, c'est très compliqué de casser. Si malheureusement vous le cassez, c'est presque, enfin, c'est très compliqué à réparer parce que il faut sous atmosphère d'argon, tout le monde ne peut pas le faire, quoi. Voilà. Après, mais maintenant, ça se démocratise, hein, beaucoup plus qu'à dans les années 90-2000. Voilà, donc le titane reste une valeur sûre dans le temps et reste vraiment quelque chose de très bien. Ce qui était sympa chez Lightspeed, ou enfin plutôt chez Merlin, c'est que quand vous vouliez commander votre 4 titane, vous aviez en gros une dizaine de rendez-vous avec votre fournisseur de cadres. Mais je crois que chez Lightspeed c'était pareil. Et vous faisiez une étude physiologique, c'est-à-dire comment vous tenez votre posture, si vous avez une jambe plus longue que l'autre ou quoi que ce soit. Et d'après ça, les ingénieurs travaillaient à vous créer un propre cadre. Et d'après votre utilisation. C'est-à-dire que ça peut être très bien juste de la randonnée en famille, mais que vous vouliez quelque chose d'un peu plus exceptionnel, un peu plus durable, ou à la compétition très haut niveau. Et là, ils vous proposaient différents projets de cadres et vous faisiez des essais en fonction de ce que vous vouliez, ce que vous cherchez. Et vous montez votre vélo de A à Z pour vous. Et ça, c'était un plus, un énorme. Surtout en route. En route, c'est d'autant plus important d'avoir un vélo sur mesure que en route, vous êtes assis sur la selle très longtemps. En VTT, c'est moins le cas. En VTT, on est plus en équilibre sur les jambes, on est plus en train de se balancer gauche-droite, machin. Donc on est moins de 50% du temps réellement assis sur la selle. Donc la géométrie est importante, hein, du vélo, mais du coup cet aspect est un peu moins important. Voilà, donc c'était ça, et vous aviez votre cadre au bout de 6 mois, 4-6 mois, je ne sais plus quel était le délai, mais c'était assez long. Mais bon, et vous étudiez vraiment un truc complet pour vous, et essentiellement pour vous, et ceci, cela. Après, on va parler de ce qui est arrivé dans les années, fin des années 90-2000, avec cette mauvaise bonne idée d'inclure au cadre alu, donc au cadre pas souple, puisque l'alu c'est pas vraiment un matériau souple, pas du tout même. Et on a incorporé des pièces en carbone.
Le mauvais mélange. C'est pas le mauvais mélange, c'est un mélange détonnant, c'est surprenant, surtout sur les bases. Alors les bases, c'est ce qui tient l'armoire arrière, on passe la chaîne à l'arrière, et on mettait les haubans, donc c'est ces parties hautes qui viennent rejoindre la selle. Et cette idée venait en mettant une partie carbone ici, c'est de permettre une souplesse, un genre de confort supplémentaire. C'est parti. C'était très à la mode dans les années 90. C'était utilisé en route, en VTT aussi, pas mal. Ça permettait d'alléger un peu parce que du coup, le carbone, c'est quand même ce qui est le plus léger actuellement, hein. Et c'était relativement résistant. C'était pas du tout sur des positions qui étaient exposées au choc. Donc ça allait très bien. Et du coup, c'était une fausse bonne idée parce que si vous aviez donné vous permettez de la souplesse sur l'alu, au bout d'un moment, vous êtes sûr que ça pète, et c'est ce qui se passait. Donc ça a été abandonné au bout de quelques années, cette idée, pour laisser place après avec les 4 carbone. Alors les 4 carbone, dans les meilleurs, les plus légers qui ont été faits, ça a été les plus impressionnants, c'était le MCM de chez Giant. Pour ceux qui se souviennent, c'était il y a très très longtemps. Ouais. MCM, qui était longtemps un cadre à 1,1 kg, je crois, 1,2 kg. Et il y avait aussi après Scott qui s'y est mis, Scott marque suisse, qui s'y est mis avec le Genus, il me semble qu'il s'appelait le Genus, qui sortait un cadre à moins de 1 kg dans les 900 grammes. Impressionnant. Impressionnant. Sublime. Un cadre impressionnant. Et qui s'amusait à faire des montages à 5,5 kg, 6 kg. C'était bluffant. Waouh. Waouh, waouh. Alors, c'était le début du carbone. Alors, ça avait l'avantage comme les inconvénients, c'est-à-dire que le carbone, vous savez comment c'est une fibre qui est noyée dans une résine. Et les résines, à l'époque, n'étaient pas forcément les plus solides, les plus aboutis, on va dire, pour ce genre de pratique. En cross-country, ça allait. Donc, il y a beaucoup de cadres MCM qui se sont cassés, hein, malheureusement. Et c'était du tube-to-tube, donc c'est-à-dire que c'est des tubes carbone collés à des pièces moulées en carbone, hein, on était bien là-dessus. C'était pas du monocoque comme maintenant on fait, hein, bien sûr. Mais on arrivait à des points impressionnants, avec des déco sublimes, enfin on arrivait vraiment à des trucs super rigolos. Après, le Scott Genius est arrivé un peu plus tard et sortait un peu moins. Après, c'est des cadres qu'on voit plus de nos jours parce que souvent ils se sont un peu pétés, mais voilà. Après, Cannondale avait une grosse idée dans les années 95, il me semble que c'est dans ces eaux-là, 95-97, avec le fameux Raven. Le Raven, c'est un SV1000. Voilà, SV1000, si vous voyez le tout suspendu des années 80, avec la Fatih à l'avant, où il n'y avait pas encore la FT, c'était pas arrivé encore. Donc la Fatih D, Fatih L, Fatih machin, Fatih truc, c'était un tout suspendu, une géométrie en Y, c'est-à-dire un espèce de tube droit avec un report pour la tige de selle. Alors le Raven, l'idée c'était de prendre un squelette en titane, alors il était hors de prix ce machin, hein, il était super léger, un squelette en titane pour cette partie-là, sur lequel on vient coller des pièces en carbone. Alors c'était pourquoi pas, mais c'était bon, déjà la déformation des deux matériaux était proche, mais dans le temps ça tenait pas. Et demander aux constructeurs, enfin au magasin, d'incorporer de la résine liquide, enfin une espèce de mélange, en tenant, en fixant le vélo par le haut sous un certain angle. Attendez, c'était costaud, ça date des années 96. Ils attachaient leur vélo comme ça et ils devaient incorporer une résine pour que justement la partie qui tenait le tube de la tige de selle qui se décollait, hein, pour renforcer ce collage, il fallait insérer une colle spéciale par le tube par la vis qui tient le porte-bidon.
ça fait sérieux pour des vélos qui valaient à l'époque, qui valaient hors de prix, quoi. 5000 euros, je crois, à peu près, hein, ces vélos-là, tout en XTR, c'est magnifique, mais du coup, complètement délirant dans l'idée. Et puis après, voilà comment c'était au début, c'était un peu chacun cherchait dans son coin, cherchait. Il faudrait que je vous fasse un truc sur les fourches délirantes qui ont existé dans les années 90 jusqu'à 2000 avec des idées complètement farfelues, des concepts. Alors il y en a des restes encore, hein, des restes d'idées particulières. Après, on a donc après maintenant ça s'est démocratisé un peu dans les années 2000-2010, on s'est un peu calmé. Et chacun a gardé un peu son mélange à lui. C'est-à-dire que Trek a gardé son Metal Matrix, donc lui il avait. Non, Specialized. Specialized a gardé son Metal Matrix à lui et son mélange à lui. Trek a gardé aussi son mélange à lui, alors c'était sur les séries 8000, hein, les séries en dessous avaient un autre mélange, pas aussi haut de gamme. Après, ça commençait à venir les freins à disque, les fameux roues tubeless et pneus tubeless. Alors moi, j'ai roulé 10 ans sur du tubeless, je trouve ça merveilleux, c'est la meilleure expérience que j'ai eue avec des pneus, c'est franchement le tubeless. Mais bon, ça c'est encore autre chose, on parlera plus tard, mais bon, c'était vraiment une solution exceptionnelle. Je ne sais pas si c'est vraiment encore utilisé maintenant. Enfin bon, maintenant, ça avance tellement vite que j'arrive plus à suivre. Après, comment on appelle ça, maintenant, le carbone se démocratise sur les hauts de gamme avec plusieurs technologies. Donc, on a du tube qui existe encore pour les séries les plus bas de gamme. Enfin, bas de gamme qui reste quand même une bonne gamme, hein, pas de souci. J'avais oublié Peugeot dans les années 90, pareil, qui commençait avec son. Comment ça s'appelle? Comment elle s'appelle sa line? Je sais plus, Sportline ou un truc comme ça, qui était spécifique pour les véhicules, leurs vélos de compétition. Peugeot qui avait fait aussi du tube-to-tube. Alors, il faut savoir que Giant, la marque nippone, enfin asiatique, CE fabrique pour énormément de marques le carbone. Alors, je sais qu'ils fabriquent pour Trek, pour tout le groupe Trek, pour tout le, voilà, ils fabriquent quasiment 80% de la production de carbone sur le monde entier viennent de chez eux, avec chacun leurs spécifications, mais bien sûr. Après, pour en revenir aux époques actuelles où où le carbone se retrouve en gamme avec différentes technologies, donc le tube-to-tube, le monocoque, et après il y a eu l'arrivée deux morceaux en fait, monocoque de pièces, qui permettaient avec les géométries slooping. Alors slooping veut dire quoi? Que en fait le tube de sel, au lieu d'être droit, on va l'incliner un peu légèrement, on va raccourcir le tube de sel et on va avoir une sortie de sel plus grande. Quel est l'intérêt de ce système? On se dit déjà d'avoir un cadre plus léger, ça c'est clair. Alors ça marche à peu près jusqu'à la taille M. Au-dessus la taille L, le slooping ne ressemble pas trop à du slooping, mais bon, c'est généralement jusqu'à la taille M. Et le slooping permet surtout de garder un triangle avant, par exemple, commun en carbone ou en alu, commun à différentes tailles. Voilà, on va garder la même conception à l'avant et on va le décliner entre le M, le S et le L. Ça va être le même triangle avant, ce qui va seulement modifier, c'est un peu le triangle arrière plutôt. Voilà. Ça permet surtout d'économiser en matériel. Alors, ça fait des moules moins chers, des moules qu'on peut rentabiliser, parce que c'est surtout le problème de ces technologies, ce sont les moules qui coûtent très cher. Pour faire une jante en carbone, parce qu'on en voit maintenant aussi, c'est plus de 100 pièces, hein, 100 pièces de carbone différentes. On n'a pas l'air, hein, ça n'a pas l'air. On a l'impression qu'on dit, ouais, c'est. Bon, allez, on en met 2-3 collés à la grosse, mais c'est pas ça hein, du tout. Hein, c'est une centaine de pièces qui se passent. Alors sur un cas, il y a 180 pièces, je crois, parce que les recouvrements des carbones dans un sens, dans l'autre, pour soi-disant être plus rigide dans un sens, moins rigide dans l'autre, avec des inserts alu dedans pour les pas de vis et tout ça. Non, c'est très compliqué à faire. Et
Après, maintenant on a ces technologies qui permettent, et même on avait des vélos de descente qui sont en carbone pour déjà leur résistance, et puis parce que le carbone, maintenant avec l'évolution des résines aussi pour le carbone, fait que maintenant on a vraiment une très très bonne résistance du carbone partout, quoi, sur tous les niveaux. Voilà, après il y a eu des essais un peu foireux. Il y en a aussi des, in- des inconditionnels de l'acier. Alors c'est Surly, il y a, comment il s'appelle, il y en a plein de marques qui sont restées inconditionnelles de l'acier, qui sont hors temps, mais qui vendent beaucoup beaucoup de vélos. Et il y en a spécialisés dans le voyage à vélo qui font que de l'acier, parce que bon, faut que ce soit réparable dans les pays les plus pauvres, qu'on puisse vous réparer votre 4 si vous le cassez. Voilà, donc ça c'est primordial d'avoir un acier. Après on trouve aussi par exemple le, le vélo qui était à la mode, c'est un peu tombé maintenant parce que les gens pensaient que ça allait être quelque chose de plus de différent, un enduro, une espèce d'enduro rigide. C'est le fat bike, hein, l'hyper fat et tout ça, avec des pneus de 5 de diamètre hyper larges et tout ça, mais en fait c'est une géométrie cross-country avec des pneus très basse pression qui donnent cet amorti. Alors c'est très particulier à piloter, il faut avoir l'habitude, hein, c'est pas juste comme ça. C'est très lent aussi parce que bah, ça demande beaucoup d'énergie à avancer. Et je pense que ça a découragé beaucoup de monde. C'est pour ça que la mode s'est arrêtée. Mais on a des marques comme Surly qui font ça depuis 30 ans ou 40 ans. Et eux, ils ont toujours fait ça. Il y a eu une période aussi où on s'amusait à mettre 3 roues à l'arrière, mais des roues collées l'une aux autres, à mettre 3 pneus. Faut savoir aussi que bah, ça, faudrait que je fasse une autre vidéo parce que là, ça va être un peu long sur un peu les technologies foireuses des années 90, ça peut être très marrant. En tout cas, voilà, je vais arrêter ma vidéo ici, je vais expliquer à peu près les matériaux. Grosso modo, ben, il n'y a rien d'idéal. Le meilleur, ce sera le carbone, il a un coût, un prix, et il n'est pas réparable vraiment. L'acier reste un bon compromis. J'ai longtemps roulé sur un vélo de route en acier qui était fabriqué en Alsace, fabriqué à la main en Alsace, et qui était magnifique, sublime. Après, après il y a l'alu qui reste très courant et le plus utilisé dans quasiment les gammes de 300 € jusqu'à 2-3 000 euros, qui reste un bon plan, pas trop cher, bien léger, voilà. Après, il n'y a pas de miracle, hein. Tout a un prix et tout a une résistance, voilà, les matériaux. Il n'y a pas de solution vraiment. On parlera aussi du problème des vélos bas de gamme et on parlera un peu, je me détaillerai un peu sur certains trucs comme ça aussi. Bon, sur ce, je souhaite grand coucou et puis à très bientôt. Ciao, ciao.